Bonjour à toutes et à tous. Merci au Fonds français pour l'alimentation et la santé de m'avoir donné l'opportunité de réaliser ce travail de post-doctorat en le finançant et de pouvoir le présenter en partie aujourd'hui. Alors je vais commencer, je vais vous parler en tout cas des pratiques quotidiennes à travers les trois dimensions, le manger, le bouger et le dormir, et plus particulièrement sur deux périodes de vie, c'est l'arrivée du premier enfant et le passage à la retraite. Alors juste pour vous situer l'intervention d'aujourd'hui, je vais présenter rapidement le contexte contemporain des trois dimensions au prisme des politiques publiques et plus particulièrement du PNNS qui est la politique la plus reconnue par les individus. Ensuite, je vous donnerai des éléments sur la méthodologie de la population dans le cadre de cette enquête. J'exposerai par la suite une partie des résultats. Difficile de vous présenter l'intégralité des résultats pour les deux populations sur trois dimensions, alimentation, activité physique et sommeil, et aussi en prenant en compte l'évolution des pratiques. Vous m'entendez encore ? C'est bon ? Donc, ça sera vraiment des résultats partiels. Donc, les résultats, ils vont se décomposer en trois temps. Donc, premièrement, on va s'intéresser à la question des ruptures objectives avec le passé sur ces deux périodes. Deuxièmement, on tentera de rendre compte des pratiques actuelles, du manger, bouger et dormir, et à la marge les causes du changement et l'abandon de ces pratiques avec les périodes précédentes. Et dans un troisième temps, je me focaliserai sur le lien entre ces trois dimensions à travers les notions de forme et de santé. Donc rapidement pour le contexte, lancé au début des années 2000, c'est pas la peine, je prends pas le temps de le présenter, mais tout le monde le connaît, le programme national nutrition santé a pour objectif en fait général l'amélioration de l'état de santé de l'ensemble de la population en se focalisant principalement sur un des déterminants, c'est la nutrition. De plus, ce programme phare est largement orienté vers la prévention primaire destinée à lutter contre l'obésité et plus largement les maladies cardiovasculaires devenues un enjeu de santé publique à l'échelle mondiale bien autant que nationale. Ce projet, ce programme est aussi en lien avec la médicalisation de l'alimentation qui se traduit à la fois par un transfert de la légitimation d'agir du social vers le médical et la montée en charge de la responsabilité du mangeur à travers l'information. Le programme est prolongé à plusieurs reprises, 2006, 2011 et récemment en 2018. Mais au fil des années, malgré les ajustements réalisés avec les avancées scientifiques, le PNNS continue à développer une approche globale et la nutrition reste un objectif très largement majoritaire. Les activités physiques sont progressivement un peu mieux prises en compte. 2010, 2015, si je me trompe pas, David, le rappel du bouger commence à se développer, mais le sommeil est complètement absent. Donc cette politique nutritionnelle de l'alimentation ne prend peu en compte le mangeur pluriel qui met l'accent sur le poids des contextes et des interactions sociales du repas, les attentes, la compréhension et les contraintes des mangeurs, et enfin le poids de l'étape de vie des individus. Comme l'a rappelé David, la notion d'activité physique, elle renvoie à toutes les activités réalisées dans la journée et pas seulement aux activités sportives. Donc, quid de l'activité physique dans les politiques publiques? Donc, comme je l'ai explicité dans la diapo précédente, en France, le bouger a une place insignifiante ou marginale par rapport au manger depuis l'élaboration du PNNS. Pourtant, les bénéfices associés à l'activité physique sur la santé sont aujourd'hui largement démontrés tant dans la prévention primaire que dans le champ du soin. L'étude David l'a présentée en mettant en avant que le niveau d'activité de l'enfant est associé à la santé à court et à long terme. Et lorsque les dimensions donc alimentation, activité sont peu regardées ensemble, et en effet peu d'études analysent les effets de l'impact d'une dimension sur l'autre ou leur impact conjoint sur l'individu, si ce n'est à l'exception des sportifs du haut niveau. Et lorsque le lien est établi, elles sont analysées souvent à travers la prise de la dépense énergétique avec l'équilibre entre les apports liés à l'alimentation et les dépenses occasionnées par l'activité
l'activité physique. Donc, plus récemment, on voit aussi quand même, et c'est ce que l'exposé de David nous l'a confirmé, c'est que la question de l'activité physique connaît un renouveau avec la lutte contre la sédentarité, construite socialement en nouvelles préoccupations sanitaires et qui s'érige en morale de l'exercice physique sous la pression de l'autorité médicale. Donc, à l'heure où les campagnes de santé publique insistent autant sur l'importance d'une bonne hygiène de vie avec une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, le sommeil n'est pas considéré avec la même détermination dans les politiques publiques. Les éléments de connaissance scientifiques plus approfondis du sommeil sont relativement récents et ne sont qu'au début de leur développement. Et plus le sujet est approfondi, mieux on aperçoit le rôle déterminant du sommeil. Donc les recherches modernes, et notamment en neurobiologie, montrent l'importance du sommeil pour le bon fonctionnement du cerveau, mais aussi pour le reste du corps et en lien avec les pathologies, notamment les retentissements cardiovasculaires. Donc au-delà de l'évidence et du bon sens, les individus ne détiennent pas suffisamment d'informations qui leur permettent de s'approprier les éléments de connaissance sur la structure et les fonctions du sommeil et de ses bienfaits. Et Damien Léger le montre bien, il dit que mieux dormir, c'est d'abord comprendre comment fonctionne le sommeil. Donc aujourd'hui, les instances publiques ignorent le sommeil dans leur politique. Alors, si on devait résumer le contexte, l'alimentation, l'activité physique et le sommeil constituent bien des temps importants du quotidien, des déterminants qui influencent positivement la santé physique et mentale des individus, et des dimensions qui font l'objet de recommandations. Et si je caricature, c'est on devrait chacun, chaque jour, manger 5 fruits et légumes, marcher au moins 10 000 pas, et bien sûr dormir entre 7 et 9 heures. Mais après la théorie, place aux pratiques. Et donc, l'objectif de cette étude, c'est de décrire comment s'organise, lors de l'arrivée du premier enfant et lors du passage à la retraite, le quotidien à travers le manger, le bouger et le dormir. Une question alors qui permettra d'appréhender les 3 dimensions du quotidien et leur articulation et leur évolution entre la vie de couple sans enfant et après la naissance et pendant l'activité professionnelle et après le passage à la retraite. Et cette analyse, on a tenté en tout cas de prendre en compte plusieurs échelles d'observation complémentaires, l'échelle macro-sociale, l'échelle qu'a développée Dominique Desjeux, qui fait apparaître une causalité extérieure aux individus, donc ça c'est les effets d'appartenance, la classe, les classes sociales, le genre, les âges, mais aussi les cultures. On essaye, en tout cas dans ce travail, on essaye de mettre en avant aussi l'échelle mésosociale, donc celle du système d'action, de l'organisation au niveau de la famille. Et là, on est vraiment sur la famille, leur réseau. On met la focale sur les jeux d'acteurs collectifs et donc sur les effets de situation, de contraintes et de résistance. Et enfin, la dernière échelle qui nous semblait importante pour mieux comprendre ces 3 dimensions, c'est l'échelle de l'individu. Et là, la causalité est interne et nous sommes centrés sur le sens que l'individu donne à ses pratiques. Avant de revenir sur la population et la méthodologie, je souhaitais mettre en avant des moments clés dans la trajectoire de vie. Claire Lamine a publié un livre sur les mangeurs bio-intermittents tiré de sa thèse, et dans ce travail, elle analyse des points de rupture des trajectoires qui permet d'identifier 3 types de déclencheurs qui incitent les gens qui engendrent une consommation biologique. Et elle met en avant 3 types de facteurs, et les premières, c'est les facteurs exogènes. Le déclencheur le plus fréquent dans les trajectoires en rupture qui tient aux rencontres, à l'insertion dans un nouveau milieu professionnel ou amical, éventuellement associé à un changement de lieu de vie. Donc il s'agit des transmissions par les pairs, l'influence du milieu, des amis, de la vie de couple, et qui peut appeler à des effets de propagation et qui rentre un peu en opposition avec les effets de filiation de la transmission familiale.
Elle met en avant un deuxième type de déclencheurs, les déclencheurs endogènes, qui sont liés plutôt à la santé au sens large. Et ça peut être le souci de poids, une adaptation à un régime alimentaire, un changement, une tentative de se soigner par l'alimentation et d'accompagner un processus de soins. Et le troisième type, c'est les types de déclencheurs plus processuels qui relèvent d'événements qui apparaissent chez certains mangeurs et sont liés au cycle de vie, comme par exemple la naissance d'un enfant. Et l'originalité du travail réalisé ici, c'est d'appréhender dans une vision à la fois positive et dynamique comment ces bifurcations, ces points d'inflexion ou encore ces périodes charnières dans les trajectoires des individus réorganisent les pratiques. Et donc, comprendre comment on s'engage dans une pratique ou comment on bascule d'une pratique à une autre. Et on s'est intéressé aux jeunes parents et aux retraités. Et ça permet, le fait de cumuler ces deux populations, on s'intéresse à des temps où les déclencheurs ne sont pas identiques. Dans un cas, ils se cumulent et dans l'autre, ils sont un peu plus rares. Et ils se situent à différents niveaux du cycle de vie. Le déroulement, notre terrain, donc il se compose de deux populations. Donc nous avons réalisé des entretiens, tout d'abord avec les jeunes parents, donc auprès de 16 familles toulousaines, stéphanoises et parisiennes, avec un seul enfant âgé de moins de 18 mois. Donc on a réalisé ce terrain d'avril à août. Et dans cette population, nous avons réalisé 46 entretiens. On a commencé par des entretiens individuels, la maman, le papa, ou les deux mamans dans le cas d'une famille homoparentale. Et on a, après avoir réalisé les deux entretiens individuels, réalisé dans un second temps des entretiens de couple. En plus de ces entretiens, auprès de cette population, on a aussi réalisé des observations, à la fois du temps d'approvisionnement, mais aussi du temps de préparation et du temps de repas. Un protocole un peu différent pour les retraités. On a seulement enquêté auprès du retraité, on a fait seulement un entretien et le seul critère d'inclusion était moins d'un an à la retraite. Et le terrain, là, s'est réalisé de juin à août et on a réalisé au total 30 entretiens. Donc pour cette enquête, 76 entretiens ont été réalisés, ce qui correspond à 130 heures de discussion avec un peu plus de 130 heures de discussion avec nos enquêtés. Rapidement, juste pour vous dire qu'on a une population hétérogène chez les jeunes parents, on a rencontré donc des familles hétéroparentales, mono- et homoparentales, au total 17 mères et 13 pères, avec des niveaux de formation et de profession variés. L'âge des parents oscille entre 21 et 42 ans, avec un âge moyen de 32 ans, ce qui correspond à la moyenne nationale. Le lieu d'habitation est différent, urbains, ruraux, mais aussi des personnes qui vivent dans des appartements versus des maisons. Ça, on verra que c'est important, et notamment pour la question de l'activité physique, mais aussi pour le sommeil. Et l'alimentation, c'est aussi une dimension qui rentre en compte. Et les enfants sont âgés de moins de 18 mois, et on a dans cette enquête 3 tranches d'âge différentes, moins de 6 mois, entre 7 et 12 mois, et entre 13 et 18 mois. Pour les retraités, nous avons aussi une variabilité de l'échantillon allant de la grande bourgeoisie parisienne à des immigrés vivant en foyer. Par conséquent, les variables sociodémographiques sont composites au niveau du lieu d'habitat, du niveau de formation, de la profession, avant la retraite et des revenus avant et après la retraite. Donc le seul critère, c'était moins d'un an, mais l'âge des individus inclus, là aussi, varie entre 59 et 67 ans. La situation du foyer est variable. On a des personnes qui vivent seules, d'autres qui vivent en couple avec ou sans enfants, et on a d'autres situations singulières, et je pense à notamment dans le cas d'un retraité qui est divorcé, qui vit avec une nouvelle compagne, avec qui le foyer est un peu en alternance, un peu il est chez elle, un peu elle vient chez lui, mais il a aussi la garde alternée de ses enfants. Donc on a des situations de retraités un peu complexes, ou des retraités qui vivent avec leurs petits-enfants et leurs enfants dans la même maison, donc ils sont pas vraiment tout seuls, mais ils sont pas non plus totalement en famille.
Peut-être juste 2 éléments. On a 11 femmes et 19 hommes. On a eu du mal à recruter les femmes chez les retraités et ça nous a beaucoup questionné. Et une de nos explications aujourd'hui, c'est que la première année de retraite, c'est un peu une année de césure pour elles et donc on les retrouve difficilement dans la vie sociale, que ce soit les associations ou les centres sociaux ou d'autres lieux de vie. Et donc, beaucoup plus difficile de réaliser des entretiens avec les jeunes retraités femmes. Donc on va passer aux résultats de l'enquête. Donc je vous ai dit qu'elles vont être décomposées en 3 parties. Donc la première, c'est des ruptures de routine aux 2 périodes. Alors, lors des entretiens, on a demandé aux enquêtés de nous décrire leur manière personnelle de voir l'étape de la parentalité et de la retraite. Et il ressort que ces 2 moments marquent un tournant dans leur vie. Mais c'est quand même 2 périodes paradoxales. Elle est à la fois attendue et appréhendée. C'est le cas de la parentalité et de la retraite. Tous les parents disent qu'ils sont très contents que l'enfant, en tout cas dans leur projection, ils étaient très contents de l'arrivée de l'enfant, mais en même temps ils appréhendaient un peu, ils avaient des craintes fortes à l'arrivée de ce changement. Ce moment peut être, que ce soit la parentalité ou la retraite, peut être choisi ou subi. Des personnes qui n'ont pas choisi d'être parents mais qui ont décidé de garder l'enfant. Et la même chose pour la retraite, une retraite non volontaire, maladie, incapacité ou encore période de chômage. Et à l'inverse, on a dans les 2 cas la parentalité comme la retraite comme une étape choisie, des retraités qui négocient leur fin d'activité professionnelle et qui peut prendre des formes très différentes. Dans tous les cas, ces 2 périodes sont paradoxales, mais 2 phases plus ou moins obligatoire. Donc l'Institut national d'études démographiques a évalué à 5% de la population la proportion d'hommes et de femmes ne voulant pas avoir d'enfants en France. Et les études du ministère des Affaires sociales publient en 2007 une grande étude sur les retraités et la retraite, et elle met en avant qu'aujourd'hui 16 millions de Français sont à la retraite et que le nombre de nouveaux retraités augmente avec l'espérance de vie. Donc on voit bien que ces 2 populations sont assez intéressantes parce qu'elles concernent quand même beaucoup de monde. Ces 2 périodes sont source d'appréhension. Le changement engendre une appréhension, mais on voit bien que dans les projections, la parentalité et les retraités, du moins les parents et les retraités ne le vivent pas de la même manière. D'un côté, les parents ont des projections parcellaires. Ils ne s'étaient pas imaginé que la parentalité c'était comme ça, où ils avaient imaginé certains aspects, mais ils en avaient oublié d'autres. Les contraintes de temps, le fait que l'enfant est rythmé, ou le fait que j'allais peut-être pas dormir, ou en tout cas, dans les projections, ils le savaient, mais ils avaient du mal à appréhender la globalité des difficultés qu'ils allaient pouvoir rencontrer. Et du coup, ils se retrouvent dans la pratique, dans une réalité à la fois ambivalente. C'est un moment merveilleux, c'est génial, c'est parfait, mais en même temps, c'est épuisant d'avoir un enfant. Donc ça, ils l'évoquent dans leurs anecdotes. C'est je suis épuisée, mais quand je le vois sourire, c'est génial, j'oublie que je suis fatiguée. À l'inverse, chez les retraités, les projections sont difficiles parce que dans leur entourage, les retraités ont des schémas très différents. La belle-sœur, l'oncle, le cousin, et tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont passées à la retraite, mais chacun vit ce moment-là de manière singulière, et donc ils ont du mal à savoir comment eux ils vont gérer ce moment-là. Mais quand ils font le bilan des projections, ils savent, ils pensent que dans la pratique, la retraite se passe relativement bien, voire mieux que ce qu'ils l'avaient imaginé. Et les verbatims de « je pense que c'est mieux passé que ce que je pensais » est assez souvent mobilisé. Dans les discours des individus, les jeunes parents comme les jeunes retraités soulignent une rupture indéniable. D'un côté, l'avant-enfant est marqué par des activités sociales pour soi et pour les autres, et de l'autre côté, l'avant-retraite est marqué par une année difficile. Les retraités mettent en avant que la dernière année d'activité professionnelle est difficile à la fois mentalement et physiquement. Le transport, la pression de la performance au travail, les nouvelles contraintes administratives, tout ça fait que
cette dernière année est souvent considérée comme une année difficile. Et la première année, elle permet de rentrer, c'est une phase de transition qui permet de rentrer dans cette nouvelle période de vie. Et cette première année, elle est marquée pour les parents par un besoin perpétuel de s'adapter aux besoins de l'enfant. On sait que cette première année, le développement de l'enfant évolue très rapidement, et donc les parents sont sans cesse en train de se re-questionner pour pouvoir être au plus proche des besoins de leur enfant. Et en plus, pendant cette nouvelle année, ils ont différents statuts. Ils sont à la fois des amis, ils sont des partenaires, ils sont des professionnels, et donc ils doivent articuler les temps sociaux dans leur quotidien, et c'est un vrai travail qui leur est difficile sur la première année. À l'inverse, les jeunes retraités ont un besoin de souffler et de réaliser des activités pour eux et sans contrainte de temps et d'espace. Voyager, partir et faire ce qu'ils veulent et quand ils veulent. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans une période, la première année est vraiment une période singulière au sein des deux populations. Et entre ces deux périodes dans le cycle de vie, les contraintes de temps sont inversées. Pour les parents, la contrainte de temps apparaît, et dans le cas des retraités, la contrainte de temps disparaît. Et donc, il y a une opposition dans cette contrainte temporelle entre les deux populations aux deux moments, que ça soit la première année ou de la retraite ou de la parentalité, ou la dernière année quand ils sont en couple sans enfants ou des actifs. Donc pour leur faire parler un peu de leur quotidien, alors c'est peut-être pas visible, mais l'intérêt c'est juste de vous montrer l'outil qu'on a utilisé. C'est quand même, on le sait, dans l'alimentation, c'est difficile de faire reconstruire les pratiques des individus. Et quand on aborde l'activité physique, qu'on aborde la question du sommeil, c'est compliqué. Donc on a eu l'idée de faire compléter un agenda du quotidien aux parents et aux retraités avec un rappel des 24 heures dans les 3 dimensions. Et on voit bien, c'était intéressant parce qu'on pouvait vraiment discuter avec eux à partir de cet outil, une fois qu'on leur avait demandé de nous compléter la veille, combien de temps ils avaient dormi, à quelle heure ils s'étaient couchés, est-ce qu'ils s'étaient réveillés plusieurs fois, pour l'alimentation, quelle était la durée de leur repas, qu'est-ce qu'ils avaient pris à chacun des repas, et pour les activités, qu'est-ce qu'ils avaient fait au quotidien. On avait essayé de reprendre les grandes thématiques que l'ONAPS a développées, la télévision, l'ordinateur, la marche à pied, l'utilisation des véhicules, tout ça, pour pouvoir mieux comprendre le quotidien. Et donc on voit bien que les journées sont très différentes selon les individus et selon les deux cibles, mais il y a quand même des points de similitude qui ressortent de l'analyse. La contrainte versus la liberté de temps organise des activités. Les parents évoquent l'idée d'une organisation rythmée, une organisation quasi militaire, surtout le matin et le soir, pour les parents qui travaillent et qui bénéficient d'un mode de garde. Les verbatims sont très illustratifs, hein, c'est tac, 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 pas de place à l'imprévu, il y a une organisation, on n'a pas le temps de perdre du temps le matin. Et à l'inverse, chez les retraités, c'est l'absence de contraintes temporelles des retraités qui font qu'ils n'ont pas une journée type. Et quand on leur demandait de nous commenter le schéma précédent, ils nous disent « mais c'est bizarre parce que vous me demandez, mais d'habitude ça se passe pas comme ça ». Quasi tous les retraités ont dit « c'était pas une journée type ». Donc on voit bien que à l'inverse, eux, il y a une absence de journée type. Ce qui ressort aussi, c'est la nature des activités, et d'un côté plutôt des activités subies, et de l'autre des activités choisies. Mais l'inverse est aussi valable, hein. Tous les parents ne font pas que des activités subies, et la même chose pour les retraités. De plus, on voit que les individus, les enquêtés mettent en avant que le choix des activités sont déterminés par les normes. Les normes qui peuvent être des normes de jugement, des attitudes, des opinions, des croyances. Donc cette règle implicite qui pousse d'un côté les parents à montrer leurs compétences, c'est-à-dire à être capables de s'impliquer d'une manière qui convient auprès de leur enfant. Et de l'autre côté, les retraités doivent montrer leur utilité. La retraite ne doit pas être synonyme d'un renoncement, mais la mise en place de nouvelles pratiques. Et on voit aussi que les normes sociales sont aussi en pratique, et elles s'articulent autour de 3 aspects. Les aspects économiques, les aspects sociaux et les aspects sanitaires. Donc on voit bien comment le temps du quotidien s'organise à travers ces différentes dimensions. Donc ainsi, les premiers résultats
sur ces 2 périodes mettent en avant que le premier enfant et le passage à la retraite sont 2 périodes opposées. La nouvelle parentalité est le début d'une nouvelle vie, c'est-à-dire l'idée d'un commencement avec la naissance de quelqu'un, alors que pour les retraités, c'est une seconde vie. Et la seconde vie est une vie de reprise, pas commencée, mais reprise. Et ça, c'est pour paraphraser le philosophe François Julien qui dit que c'est vraiment l'idée d'attraper de nouveau quelque chose dont on a perdu le contrôle. Donc la première année, elle est quand même, on voit bien, spécifique pour nos 2 populations. Et d'un côté, il s'agit bien d'une période, dans tous les cas, il s'agit bien d'une période de rupture lors desquelles les pratiques évoluent. Pour les jeunes parents, il s'agit d'un entre-deux qui se construit avec le développement de l'enfant. Et pour les retraités, il s'agit d'un temps suspendu, souhaité, où les activités sont multiples et réalisées sans engagement préalable. Donc par conséquent, à ce moment-là, les pratiques sont testées avant d'être abandonnées ou installées plus ou moins rapidement. Et on peut parler de routine en construction. Donc on en arrive au cœur de notre questionnement qui est le triptyque alimentation, activité physique et sommeil. Donc là, on a décidé de rendre les résultats en dissociant la parentalité et la retraite parce que on est vraiment sur 2 choses complètement différentes. Donc on va commencer à analyser les résultats des parents. Donc spontanément, avant qu'on lance nos entretiens autour de l'alimentation, l'activité physique et le sommeil, on demandait spontanément aux individus, depuis l'arrivée de votre enfant, qu'est-ce qui a vraiment changé dans l'organisation de votre quotidien. Et on voit bien que ce qui ressort en premier, c'est la multiplication des activités du quotidien. On ne doit pas simplement réaliser les activités pour soi, mais on doit aussi réaliser les activités pour son enfant, cet petit être dépendant des parents. Cette structuration du temps quotidien, elle s'inscrit avec l'évolution du développement de l'enfant. Et donc ça, c'est un point important. Et on a pu le noter parce qu'on a rencontré les parents plusieurs fois. Et quand, par exemple, on les rencontrait lors de l'entretien de couple, ils disaient « Mais depuis la dernière fois, ça a vraiment changé. Parce qu'on a passé un cap et il y a certaines choses qui se sont mises en place. Ou parce qu'il pleure moins la nuit, le sommeil s'est amélioré. » Donc on voit bien que ces 3 dimensions, elles se construisent avec le développement de l'enfant. Une multitude de bouleversements. L'activité physique est pas mentionnée spontanément comme une période du moins une dimension de changement. C'est avant tout le manque de sommeil qui est très souvent mis en avant. Et le verbatim est très illustratif. Hein. Là, vous n'avez pas l'intonation, mais quand je pose à la maman, c'est spontanément, elle me dit, le sommeil, genre, c'est un peu stupide comme question, vous êtes en train de nous poser. On voit bien on sait, en tout cas, que c'est cette dimension qui a la plus évolué. Et l'alimentation arrive en 2e position. Et là, il y a 2 points qui sont mentionnés, c'est le temps de préparation et le temps passé à manger au temps du repas qui est modifié. Et donc, dans cette dimension de l'organisation du quotidien, c'est anticipé, c'est planifié, c'est organisé, mais on voit aussi des différences entre les mamans et les mères et les pères. Donc on arrive sur chacune des dimensions. Donc une fois qu'ils nous avaient donné ce qui avait le plus changé, on partait de cette dimension qui avait le plus changé et on déroulait les autres au fur et à mesure. Donc on arrive sur la question des pratiques parentales et ce qui ressort de l'enquête, c'est que les pratiques alimentaires des parents, elles s'organisent pour et par l'enfant. On est vraiment l'idée de gagner du temps pour l'enfant. Il préfère ne pas passer du temps à préparer, à passer du temps dans les magasins pour s'approvisionner ou à manger, parce qu'ils préfèrent passer du temps à l'éducation, à la santé ou à d'autres éléments autour de leur enfant. Et c'est aussi une adaptation des pratiques parentales en fonction de celle de l'enfant. Et on voit bien comment l'alimentation des parents évolue en fonction des étapes bien distinctes de celle de l'enfant. Les parents ne mangent pas de la même manière ou ne se préparent pas de la même manière quand l'enfant est à une alimentation lactée, quand l'enfant est à la diversification alimentaire, quand l'enfant est à table, mange avec ou comme les parents. Donc on voit bien qu'il y a une évolution constante des pratiques alimentaires des parents et donc de l'impact de l'alimentation des enfants sur celle des parents.
Et donc, on voit, hein, il y a vraiment autour des 3 temps du manger, l'approvisionnement. Les parents disent avoir moins de temps, donc ils s'organisent pour faire les courses sur leur lieu de travail, ou ils font des plus petites courses le soir et plus régulières pour passer le moins de temps possible dans les magasins avec leurs enfants. C'est la multiplicité des lieux d'approvisionnement. Ils vont plus simplement au supermarché. Il faut aussi aller acheter les légumes en circuit court. Il faut passer à la Biocoop parce qu'il y a certains produits que l'enfant a besoin. Donc on voit bien que ça modifie le moment de l'approvisionnement. La préparation du repas, et c'est notamment un grand changement quand l'enfant diversifie son alimentation. Il y a vraiment un moment là où on recentre ses pratiques alimentaires. Les parents se questionnent beaucoup plus au moment des premières purées et des premières compotes, et ça a une influence sur leur propre pratique. Et sur le temps du repas, on voit bien que c'est au rythme de l'enfant. S'il pleure, le repas va être retardé. Si l'enfant se couche plus tard, le repas va être plus tardif, et on voit bien comment ça module le rythme. Ça module la diminution du temps de manger ensemble. Les parents disent qu'ils ont toujours partagé leur repas ensemble, et l'arrivée de l'enfant fait qu'ils peuvent manger chacun de leur côté le soir, parce qu'il y en a un qui s'occupe de l'enfant pendant que l'autre mange. Et il y a aussi une diminution de la commensalité en général. La vie sociale autour de l'alimentation est moindre, en tout cas, pendant cette première année. Donc on voit bien que la famille est au service de l'optimisation de l'alimentation de leur enfant. L'activité physique, le bouger, il y a une diminution de l'activité... alors, je me suis trompée, c'est l'activité sportive sur la diapo, comme quoi j'ai pas dû bien écouter les premières consignes de l'ONAP, de David. Donc, une diminution, c'est pas de l'activité physique, mais c'est de l'activité sportive, et notamment pour les mères. Il y a une vraie... les mères mettent en avant, ont des difficultés à préserver ou à rester motivées à une pratique sportive régulière. Mais en même temps, elles ont du mal à rester motivées à une pratique régulière, mais elles se remettent très rapidement au sport pour pouvoir, alors pas forcément au sport qu'elles pratiquaient auparavant, hein, la course à pied, la piscine, tout ça, mais elles vont faire des petites activités chez elles pour une question d'esthétique. Donc il faut retrouver un beau corps très rapidement, et donc elles vont... certaines, au bout d'une petite semaine, se remettre à faire des abdos ou des choses comme ça, alors que les recommandations ne vont pas du tout dans ce sens. Pour les pères, il y a un impact aussi sur l'activité sportive, et eux, c'est plutôt une diminution parce que ils sont tout le temps en train de s'organiser et de négocier, notamment avec leur conjointe, sur la pratique d'une activité sportive. Ils en font moins parce qu'il faut qu'ils soient aussi présents au sein de la sphère domestique, et donc ils diminuent leur temps d'activité sportive. La marche à pied reste le sport le plus favorisé. C'est pratique, c'est possible d'en faire avec l'enfant pendant sa sieste, notamment quand il est petit. Donc ils s'organisent pour pouvoir essayer de prendre l'air quand même de temps en temps et de réaliser une activité sportive. Mais comme on a entendu, activité physique, c'est aussi le bouger au quotidien. Les parents se disent moins sportifs, mais plus actifs au quotidien, et c'est notamment lié à la gestion en fait des tâches autour du care alimentaire. Donc, derrière la notion de care alimentaire, c'est tout le travail domestique. Faire les courses, on fait plus de courses, c'est plus de préparation, c'est le travail parental, c'est donner à manger à l'enfant, se lever plusieurs fois de table pour pouvoir aller chercher quelque chose pour l'enfant ou des choses comme ça. Et c'est aussi la question du care, c'est du prendre soin de l'enfant. Donc toutes ces tâches autour de la gestion de l'alimentation de l'enfant ou du soin de l'enfant demandent aux parents d'être plus souvent debout et de bouger. Et les parents évoquent aussi, là aussi dans l'idée de temporalité, que cette activité physique, elle augmente quand l'enfant grandit, qu'il a besoin de se dépenser et qu'il réclame une attention plus importante. Ils disent plus bouger au sein de la sphère domestique. Dormir, alors c'est ce que je l'évoquais tout à l'heure, c'est des bouleversements qui évoluent avec l'âge des enfants. C'est la chose qui a la dimension qui a la plus bougé, et ce qui est évoqué derrière les bouleversements, c'est des réveils réguliers, mais qui sont très spécifiques d'un enfant à un autre. Pour certains, ils refont leur nuit très rapidement, donc le sommeil se régule assez facilement, mais pour d'autres, à l'âge de 16-18 mois, l'enfant ne dort toujours pas, et donc les réveils restent réguliers. Mais il y a des réveils liés à la première dent, la
la première gastro qu'il faut gérer et les réveils de l'enfant. Donc, ce sont des facteurs de bouleversement des pratiques du sommeil chez les parents. Le fait que l'enfant s'endorme ou dorme dans le lit parental aussi bouleverse les pratiques. Et un des points qui est souvent mis en avant par les parents, c'est l'absence, et vous l'avez souligné Joël, de l'absence de changement entre la semaine et le week-end. Ils ne peuvent plus récupérer. Auparavant, ils pouvaient avoir une mauvaise ou des difficultés, ou avoir certaines nuits où ils ne dormaient pas bien, mais c'est pas grave, le week-end, ils pouvaient récupérer 2 ou 3 heures, et la semaine suivante, ça allait. Ici, c'est l'enchaînement, semaine-week-end, l'enfant ne fait pas la différence, et donc il se lève à la même heure, et donc une des difficultés à récupérer autour du sommeil. Et un des bouleversements importants, c'est les parents évoquent le fait qu'ils se couchent plus tôt. L'ordinateur dans le lit, la tablette ou le téléphone est pas plus utilisé, mais en tout cas moins utilisé, et ils disent que c'était une réelle perte de temps par rapport à avant, et que maintenant, dès qu'ils se mettent au lit, c'est vraiment pour aller se coucher et pour dormir, pour pouvoir récupérer. On voit bien qu'il y a certains parents, alors c'est pas le cas pour l'ensemble de la population, mais qui arrivent à trouver des stratégies de récupération. C'est l'alternance de l'assiette. Il y en a un qui sort l'enfant pendant que l'autre essaye de récupérer. C'est la chambre séparée qui peut être utilisée comme un moyen de pouvoir augmenter le temps de sommeil. Et on voit bien, vous vous rappelez tout à l'heure le verbatim « ben le sommeil », ça a des conséquences, hein, parce que dans les cas les plus compliqués, l'épuisement des parents est souvent mentionné, et c'est des conflits entre conjoints, et ils le disent, hein, quand on est fatigué, c'est beaucoup plus compliqué de se parler, et donc on s'engueule très facilement. Et dans des situations extrêmes, c'est la violence verbale envers l'enfant, et c'est quand il y a privation de sommeil, certains parents qui n'ont pas dormi depuis 3 ou 4 nuits, l'enfant continue à pleurer, et il y a une situation où une maman qui dit « je me suis jamais vue dans cet état-là, mais j'ai crié sur mon enfant, c'était vraiment très compliqué ». Donc on voit bien comment le sommeil de l'enfant questionne et influence fortement celui des parents. Donc je suis revenue de manière très générale sur l'évolution des pratiques et sur les pratiques actuelles, et c'est difficile en 1 heure de pouvoir expliquer quels facteurs influencent telle ou telle pratique, et il faudrait une journée entière pour pouvoir rendre compte de ces éléments. Donc j'ai essayé de le faire de manière synthétique, et l'analyse des pratiques et des changements de pratiques à l'arrivée du premier enfant invite à étudier de plus près la construction des décisions. Difficile donc de rentrer dans les détails, mais la complexité du comportement peut être lue à travers différents paradigmes explicatifs de l'action en sociologie. Donc en haut à gauche, classiquement, il est possible de distinguer d'une part les tenants d'un déterminisme social. Le principe, les actions humaines, elles reposent sur le principe de disposition acquise en fonction des déterminants sociaux. On voit bien comment la question du genre, l'âge des parents, a une vraie influence sur la gestion des pratiques. On voit des différences entre les plus jeunes parents, âgés de 21 ans dans l'enquête, et pour ceux pour qui le premier enfant est arrivé à la quarantaine. Donc on voit bien que la gestion du triptyque alimentation-activité physique est différente. La position sociale, avec les revenus et le niveau d'études aussi, influence la construction des décisions du manger, du bouger, du dormir, le lieu d'habitation et la culture. Ensuite, on retrouve les contraintes qui organisent le champ des pratiques. Chez les parents, les contraintes se cumulent. Il y a des contraintes matérielles, moins de temps, on l'a évoqué, c'est la dimension la plus importante, l'espace, et une contrainte aussi, le fait de vivre dans un appartement où les chambres sont rapprochées, ou de vivre dans une grande maison. On voit bien comment ça peut influencer les décisions autour du dormir. Le budget a une importance. Et il y a d'autres contraintes, et je pense une des contraintes la plus importante peut-être dans les contraintes sociales, c'est la question de la charge mentale, la préoccupation de la gestion du quotidien de l'enfant. Et on retrouve aussi d'autres contraintes, notamment des contraintes symboliques. Il y a aussi les motivations, qui sont les forces internes ou externes produisant des déclenchements, ou la direction ou l'intensité, la persistance du comportement. Et on l'a vu au début de l'exposé, c'est
articuler au mieux les 3 dimensions. Les parents ne souhaitent pas abandonner l'activité pour le sommeil et pour l'alimentation, ou l'inverse, l'alimentation. Ils essayent que leur triangle de la santé soit au mieux, ou en tout cas équilibré. Donc c'est tout le travail d'articulation autour de ces 3 dimensions. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'articulation des temps sociaux, les temps familiaux, les temps de couple, les temps individuels, les temps avec les amis. Et c'est vraiment toutes ces motivations qui construisent les décisions du manger. Et enfin, les formes de rationalité régissent aussi les pratiques, les formes logiques d'articulation entre les décisions de l'individu et ses pratiques effectives. Et là, on retrouve différentes formes de rationalité, les rationalités en finalité. Le raisonnement reste basé sur le calcul coût-bénéfice, c'est la fin qui guide l'action. Donc là, c'est la recherche de la santé et le bien-être de l'enfant. Ça, c'est ça qui guide les pratiques parentales. Ensuite, on a les rationalités en valeur. Là, dans le cadre de ces rationalités, ce n'est plus la fin qui guide l'action, mais la valeur de l'individu. Et là, c'est la bonne parentalité. Il faut qu'ils soient considérés comme des bons parents par leur père. Et vous allez simplement au parc de temps en temps et vous écoutez les conversations qu'il y a entre les jeunes parents. C'est la concurrence est rude. C'est ah, toi ton enfant ne fait pas ça, moi le mien le fait déjà. Et on voit bien comment cette pression, cette norme de la bonne parentalité est importante et tourne autour de ces 3 dimensions. Et la 3e rationalité, c'est les rationalités en routine, c'est les scénarios ou les scripts que l'individu a progressivement mis en place et qui ont pour but une économie cognitive. Et on voit bien que dans le cas de ces jeunes parents, elle est plutôt faible, cette rationalité, parce que l'évolution de l'enfant fait que les pratiques se réorganisent en tout cas, sans cesse en lien avec l'évolution des enfants. Donc ça, c'est intéressant, c'est aussi de dire que comme on est sur des enfants âgés de moins de 18 mois, les routines ne sont pas encore mises en place, mais c'est quelque chose qui se construit, en tout cas difficile de mettre en avant. Les parents ne mettent pas des rationalités, ou très peu des rationalités en routine en avant. On passe à la question de l'activité physique et du sommeil chez les retraités. Même chose, qu'est-ce qui a vraiment changé dans l'organisation de votre quotidien? Et là, on ne retrouve pas le sommeil chez les retraités. Ce qui est mis en avant, c'est l'activité physique. Ce qui a le plus changé pour les retraités, c'est la nature des activités, c'est le choix des activités, et c'est le rythme et les enchaînements des activités. Les personnes qui bougeaient beaucoup par leur activité physique se mettent à bouger moins, rester tranquilles chez eux. Ils ont besoin de cette nouvelle année pour pouvoir se poser. Le choix des activités est important. Ils choisissent ce qu'ils ont envie de faire. Et les retraités mettent aussi le fait qu'ils prennent leur temps et le rythme des activités est beaucoup moins important. Ils disent ce qu'avant je faisais en 2 heures, ben maintenant je le fais peut-être en 3 ou 4 heures, mais c'est pas grave, j'ai le temps, je suis à la retraite. Le domaine alimentaire découle de ces changements et on voit bien que ça joue sur les temps d'approvisionnement et sur les plats, l'alimentation en elle-même. On va y arriver de suite. Ce qui est valorisé au passage à la retraite, c'est des produits frais et des produits bruts. Les retraités mettent en avant qu'ils ont envie de refaire la cuisine et de prendre le temps de faire à manger. Et donc, le fait de ne plus avoir de contraintes professionnelles, ils vont changer leur lieu d'approvisionnement et le marché va être très valorisé, donc retourner à des produits frais et bruts. Ça permet l'achat de produits frais et bruts va faire que les individus vont réinvestir la cuisine et cet réinvestissement chez les femmes se construit plutôt avec une cuisine au jour le jour. Elles ne vont plus anticiper les repas ou faire des gros repas le week-end pour avoir un peu d'avance pour la semaine. Elles vont se mettre à préparer au jour le jour. Et les hommes vont aussi réinvestir la cuisine et notamment quand leurs conjointes ne sont pas à la retraite, ils vont se mettre à bricoler leur temps du repas le midi. Et à la suite, et un des plus grands changements, c'est vraiment le temps du repas le midi, le déjeuner. Et beaucoup d'enquêtés considèrent qu'ils se sont améliorés depuis la retraite, plus équilibrés et plus le temps de manger. Et ça s'explique notamment aussi parce qu'ils ont une pression tellement forte dans leur activité professionnelle que leur temps de déjeuner s'était réduit à la fin de leur activité professionnelle. Parce que comme il leur fallait un peu plus de temps pour faire leurs activités, et ben du coup ça grignotait un petit peu sur le temps du repas de midi.
Les retraités mettent en avant aussi une augmentation de la commensalité. On n'invite plus seulement à la maison le week-end, on invite aussi la semaine. Les temps festifs, les temps hors domicile autour de l'alimentation sont plus nombreux. Et on voit aussi qu'il y a un investissement, et on le verra notamment en conclusion, autour de l'alimentation dans la famille élargie. Les pratiques alimentaires vont au-delà de la sphère familiale et ça va la question de l'alimentation va être aussi, les retraités vont gérer l'alimentation de leurs propres parents, très vieillissants, mais aussi de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et on voit bien comment cette population se trouve au carrefour de la gestion de l'alimentation au sein de la famille élargie. Quant à la question du bouger et du non-bouger chez les retraités, après la pression professionnelle, ils apprécient ralentir le rythme et il y a une multitude de verbatims qui est autour de se reposer, en profiter, prendre son temps. Et par contre, quand on les interroge un peu sur leur activité, sur leur manière de bouger, les activités, elles ont une connotation très diverse en fonction des individus. Et pour certains, et notamment les catégories socio-professionnelles les plus faibles, le bouger, c'est les activités utiles. C'est faire le ménage, c'est faire les courses, c'est s'approvisionner, c'est bricoler, c'est réparer à la maison. Alors que le bouger pour les catégories socio-professionnelles les plus élevées, c'est du temps pour soi et des temps de loisirs. C'est la marche à pied, c'est aller prendre le temps d'acheter son pain à pied au lieu de prendre la voiture comme c'était fait auparavant. Donc on voit bien qu'on est sur différents types de dimensions à l'activité de loisirs versus l'activité utile. Et ça se retrouve dans la question de la marche. On voit bien que d'un côté, je fais de la marche au sens du sport et j'y vais à pied pour me déplacer dans l'idée d'une utilité. Et donc, en lien avec cette question du bouger, on a aussi questionné la sédentarité. Et quand on leur faisait compléter l'agenda du quotidien à ces retraités, ils arrivaient très facilement. Alors en plus, on était en pleine Coupe du Monde, alors il y avait une augmentation de la sédentarité avec un écran en plus chez les hommes retraités. Et c'est eux qui le mentionnaient en disant « Oui, mais le match d'hier était important, donc je suis restée plus longtemps devant la télé. D'habitude, c'est pas comme ça. » Donc ça contribuait à cette idée qu'il n'y avait pas de journée type. Mais on voit bien comment la sédentarité peut évoluer. Quand on leur demandait combien de temps vous restez assis par jour, ils sont incapables de le calculer. Donc ils commençaient par dire 2-3 heures, et puis quand on les faisait revenir un petit peu sur leur agenda du quotidien, ils disaient « Ah non, en fait, c'est peut-être bien plus que ça, la sédentarité, et calculé. » Et en plus, des fois, dans les agendas du quotidien, une fois qu'on avait donné toutes les couleurs et qu'on avait complété, on refaisait le point avec eux sur la journée, et on voyait des moments de blanc, et donc on essayait de reconstruire avec eux ces moments à quoi ils correspondaient, et ils correspondaient souvent à des temps sédentaires, et c'était des discussions avec la voisine, c'est le fait d'avoir appelé son petit-fils 1 heure et d'être resté sur la chaise du jardin. Donc on voit bien que généralement cette dimension de la sédentarité est sous-estimée chez les retraités. Quant au dormir, on voit bien qu'un grand nombre des enquêtés déclarent avoir plutôt un bon sommeil. Donc là, quand on faisait le bilan autour de cette question-là, on leur demandait de se mettre une note pour toutes les dimensions. Alimentation, activité physique et sommeil, une note entre 0 et 10. 0, une mauvaise qualité, une mauvaise quantité de sommeil, et 10, une très bonne qualité et une bonne quantité de sommeil. Et autour du sommeil des retraités, on se retrouve avec des notes majoritairement supérieures à 7. Et quand on leur demande de nous décrire un peu plus, ils disent ne pas chercher d'amélioration, même s'ils dorment mal, même s'ils ont des réveils multiples, ne cherchent pas d'amélioration sur la question du sommeil. Il y en a cependant qui déclarent ne pas bien dormir et ils le mettent en avant que c'est quelque chose qui est ancien. C'est pas tout à fait, c'est pas récent la question du sommeil, les difficultés de sommeil. C'est arrivé il y a très longtemps avec des ruptures de vie, une dépression, une séparation, des choses comme ça qui ont fait que des mauvaises habitudes se sont inscrites. Juste pour l'anecdote, dans notre enquête, il y en a même qui ont fait une cure de sommeil. Ils sont partis en couple 3 semaines pour apprendre à mieux dormir et pour pouvoir éviter de continuer leur traitement autour du sommeil. Et
quand ils déclarent ne pas bien dormir, pour certains, ils le déclarent aussi en lien au fait qu'ils ne bougent pas assez. Avant, ils avaient une activité professionnelle qui les fatiguait, et donc du coup qui engendrait un sommeil assez rapide et un bon sommeil. Et le fait d'aujourd'hui de ne plus avoir d'activité, le sommeil a été détérioré. On le verra tout à l'heure pour la question de la forme aussi, c'est une perception qui est relative du sommeil. Il le compare toujours, il repense au sommeil avant le passage à la retraite, donc l'appréciation est relativisée par la mémorisation du avant. Et aussi en fonction de la date de l'enquête. Ils le disent, hein, il dit là je vous dis que j'ai un bon sommeil parce que j'ai bien dormi cette nuit. Vous auriez fait l'entretien il y a 3-4 jours, je vous aurais pas du tout raconté la même chose sur la question de la qualité et de ma quantité du sommeil. Donc, comme pour les jeunes parents, l'analyse des pratiques et des changements des pratiques à l'arrivée ou au passage à la retraite invite à étudier de plus près la construction des décisions. Et on retrouve exactement la même chose. Les déterminants sociaux, le genre, la position sociale, le lieu d'habitat et la culture. Les contraintes, mais là les contraintes sont beaucoup moins importantes, mais on retrouve quand même des dimensions. Alors, la question par exemple des savoir-faire est importante pour la question de l'alimentation. La construction des pratiques alimentaires se fait sur le fait de ne savoir ou ne pas savoir faire à manger. Des personnes qui ont eu l'habitude de ne jamais cuisiner, de manger au travail, ont fait que quand ils arrivent chez eux tout seuls le temps du déjeuner et qu'ils vivent seuls, ils doivent s'adapter. Et leur pratique alimentaire se construit à travers leur savoir-faire et dans la cuisine. Le temps est aussi une contrainte. On a vu qu'ils avaient beaucoup plus de temps que les jeunes parents, mais pour certains, ils valorisent ce temps dans les associations, ils valorisent ce temps pour les petits-enfants, et donc du coup, ça peut devenir une contrainte à la construction des décisions du manger, du dormir et du bouger. Les motivations chez les retraités sont très différentes aussi et elles sont individuelles en fonction des différentes dimensions. Pour l'alimentation, c'est une prise en compte de l'autre qui est importante, c'est une des motivations, le fait de manger avec quelqu'un d'autre, de partager le repas est important. Des motivations à bouger plus, mais pas forcément à réduire leur sédentarité. Donc ils l'évoquent, hein, ils le disent, on a envie, on met en place... on a envie de marcher plus souvent, tout ça, mais ils ne disent pas qu'ils veulent regarder moins souvent la télé ou être posés moins souvent. Et sur la question du sommeil, ils pensent, ils n'ont pas vraiment de motivation parce qu'ils pensent que c'est externe à leur propre pratique. C'est pas quelque chose. Ils disent que ça dépend pas de la mauvaise qualité ou la mauvaise quantité du sommeil. C'est parce que il y a du bruit à l'extérieur, c'est parce que il n'y a pas d'explication qui est rationnelle ou qui revient de leur propre pratique. Et sur la question de la rationalité, on retrouve là aussi les 3 formes de rationalité, en finalité, en valeur et en routine. Et là, on est vraiment sur, en finalité, c'est sa propre santé, c'est être en forme, c'est la question de l'esthétique, notamment chez les femmes retraitées, c'est partager du temps avec les autres. Les rationalités en valeur, c'est bien vieillir, se faire plaisir, c'est en profiter. On a une époque où le passage à la retraite, c'est aussi un moyen où on a envie d'en profiter de ce temps-là, de ce temps qui est imparti à cette nouvelle vie. Et les rationalités en routine, elles sont existantes, elles sont aussi faibles, mais on retrouve quand même quelques habitudes, des routines qui sont ancrées et pour lesquelles le passage à la retraite ne va pas vraiment bouleverser. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi valable pour les jeunes parents. Toutes les dimensions sont interreliées, les contraintes sont différenciées socialement en raison de l'environnement, et on voit bien comment les contraintes peuvent jouer aussi sur les motivations et comment elles jouent aussi sur les rationalités. Donc le schéma indique des flèches qui vont sur la construction de la décision, mais elles se modifient, en tout cas elles s'influencent les unes sur les autres. On en arrive à la dernière partie des résultats. C'est cette dimension autour du moins les relations autour de ces 3 dimensions, alimentation, activité physique et sommeil. Quand on leur a demandé dans l'enquête quel lien faites-vous entre alimentation, activité physique et sommeil, spontanément, il y a une incompréhension de la notion de lien. Les retraités comme les parents sont incapables ils comprennent pas cette notion de lien. Qu'est-ce que vous entendez à travers lien ?
C'est-à-dire, en tout cas, à chaque fois, il a fallu réexpliquer, ou en tout cas reposer notre question différemment, parce qu'il ne comprenait pas cette notion, ou cette notion de lien, et d'autant plus dans les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées. Quand il y a des liens qui sont réalisés entre ces dimensions, ils sont incapables de donner des explications. Ils disent « Ah oui, on voit bien, elles sont liées, on voit bien qu'elles constituent le quotidien », mais en tout cas, ils sont incapables de donner des explications, ou ils en donnent quand on leur demande, on leur repose la question différemment, et généralement quand on leur repose la question en disant « Et par exemple, alimentation, activité physique, vous pensez qu'il y a un lien entre ces deux dimensions? Si vous ne voyez pas le lien entre les trois, on voit bien que le lien était plus facile à faire après relance et en mettant seulement 2 des dimensions et non les 3. Et pour les individus qui mettaient en lien les 3 relations, elles les mettaient en lien avec la question de la santé. Ils disaient spontanément, c'est manger, bouger, dormir, c'est la santé. Et pour d'autres, c'est à partir de leur expérience personnelle qu'ils construisaient le lien. Ils disaient « Ah oui, si je dors bien, je fais une bonne activité physique, et si je fais une bonne activité physique, j'ai envie de bien manger. » Donc du coup, ils faisaient le lien avec l'empirisme, leur propre pratique. Donc, on est allé un peu plus en détail dans ces dimensions, et on a essayé de mieux comprendre le lien alimentation, activité et physique est le lien le plus cité, que ça soit pour les parents comme pour les retraités. Et c'est la base de la bonne santé. Ça va en lien avec les normes, ça va en lien avec les recommandations des programmes de prévention. Bien bouger, bien manger. Et on voit qu'il y a un double sens de ce lien. Mais majoritairement, c'est l'alimentation qui influence l'activité physique. Si je mange bien, je peux bien bouger. Et l'autre lien, l'activité physique sur l'alimentation, est un peu moins mis en avant dans notre enquête. Ce qui ressort aussi, c'est en deuxième position, c'est le lien entre activité physique et sommeil. Et c'est notamment, et je crois que vous l'avez souligné dans vos 2 exposés en introduction, que ce soit à travers au prisme du sommeil ou de l'activité physique, c'est réaliser, bouger au quotidien, contribue à réduire le stress et favorise l'endormissement des individus. Et quand ils font le lien, les individus, ils font souvent le lien avec l'étape qui vient de passer. Et pour les retraités, c'est une amélioration. Ils ont moins de stress, ils bougent plus au quotidien, donc du coup, le sommeil est amélioré. Et à l'inverse, les jeunes parents, c'est parce qu'il y a un déficit d'activité physique, ils bougent de manière assez importante au sein du domicile, mais ils prennent pas l'air, comme ils disent, ont du mal à prendre du temps pour eux, ce qui favorise plutôt un peu de stress et d'anxiété et détériore la qualité du sommeil. Donc on voit bien que le lien est fait aussi en lien avec le passé et leur pratique passée. Quant au dernier lien sur alimentation-sommeil, il est assez intéressant parce qu'il se passe à travers un événement, c'est le repas du soir, qui lie ces 2 événements. Et là, c'est valable simplement chez les retraités. Les parents n'ayant pas de difficultés ou ayant une dette de sommeil, le fait d'avoir trop bu ou trop mangé ne les empêche pas de dormir. Alors que chez les retraités, ce qui est mis en avant, c'est qu'il y a un mauvais sommeil lié à un repas trop copieux ou alcoolisé, ou le fait d'avoir consommé, et le cite très souvent, du café ou du thé après 16 heures, qui peut être un facteur de mauvais sommeil. Et on voit bien comment la question des catégories socio-professionnelles influence ça. Il y a des individus qui sont très réflexifs, qui sont beaucoup à l'écoute de leur corps, et donc du coup, c'est eux qui vont limiter les boissons excitantes le soir ou les repas trop copieux et alcoolisés, parce qu'ils savent que ça a une influence sur leur sommeil. Alors qu'à l'inverse, notamment les CSP- et encore plus les hommes, disent qu'ils dorment mal, mais ils sont incapables de faire le lien avec leur propre pratique alimentaire du soir. Et donc, ce qui est important, c'est que quand ils font le résumé un petit peu de ces 3 dimensions, nos enquêtés, ils mettent que le sommeil est crucial. Le sommeil influence la forme. En tout cas, s'ils ont un bon sommeil,
ils ont une bonne forme. S'ils ont un mauvais sommeil, la forme ressentie au réveil est beaucoup plus difficile. Et cette forme, elle se caractérise par deux aspects opposés. Les parents, c'est un manque de sommeil qui fait qu'ils sont en mauvaise forme, et à l'inverse, les retraités, c'est qu'ils ont plusieurs réveils nocturnes parce qu'ils ont pas très bien dormi la veille, que la forme est un peu moins bonne. Donc on voit bien comment le sommeil est en lien avec, du moins se construit aussi en lien avec l'activité physique et l'alimentation, et peut être le départ du cercle vertueux et vicieux de la forme des individus. On a voulu un peu plus aller en détail sur la perception de la forme, et on constate que le paramètre le plus discriminant de l'état de forme, c'est l'état du corps chez les retraités. Et donc, on a essayé de faire une typologie qui construit le ressenti de la forme. Donc, ils se sentent pas du tout en forme, versus ils se sentent très en forme, avec leur état du corps déclaré, leur pathologie, leur fatigue mentale et physique. Et donc, on a classé nos individus en fonction de leur sexe et en fonction de leur catégorie socio-professionnelle. Et on voit bien comment il y a une opposition entre les professionnels hommes les plus défavorisés versus les retraités des milieux les plus favorisés. Et on voit une autre opposition, c'est les professionnels qui ont eu une activité professionnelle stressante, pour qui il y a une fatigue plutôt mentale, et les autres professionnels dont la fatigue est plutôt physique, et l'usure de l'âge entraîne un manque d'activité physique ou une fatigue importante. Et donc dans cette typologie, on est allé plus loin, et on voit bien que avec un ressenti de forme plutôt positif, on a les retraités qui vont bien aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Ils ont un bon état de corps et un ressenti de forme important. C'est ceux qui disent que tout va bien aujourd'hui, qu'ils n'ont pas de problème. Et toujours en haut, on a des individus qui ont un état du corps un peu moins bon, mais en tout cas, tout va bien malgré tout. Ils ont eu un gros problème cardiaque, je pense à celui-ci, hein. Il était à 2 doigts de mourir, et il a eu une complication. Il a été hospitalisé pendant 2 ou 3 mois, il est en rééducation, mais bon, ça va. S'il fait le bilan de son état de forme et de son ressenti, il est plutôt positif, et il se sent plutôt en forme. Et donc, la motivation pour rester en forme, c'est vraiment cette idée de santé et du contrôle du poids qui favorise la mise en place de nouvelles pratiques. Il y a des freins, les traits de personnalité sont importants, des individus qui disent « je sais qu'il faut que je fasse de l'activité physique, je sais qu'il faut que je dorme bien, il faut que je m'oblige à marcher, que je m'astreinde à bien dormir, j'ai du mal à me contraindre à faire un régime, mais c'est plutôt lié à leur personnalité. » Ils disent « oui, mais j'ai pas envie », alors que d'autres, à l'inverse, sont plutôt motivés. Et on retrouve, sur la question de la forme, une dernière typologie, c'est les individus qui n'en peuvent plus, qui arrivent à la retraite et qui ont une fatigue, un ressenti de forme très négatif et un état du corps très important. Et là, on est vraiment l'usure du corps, des problèmes de vieux, des courbatures de la vie. Ils sont très fatigués, leur état de santé limite beaucoup les activités physiques. Avec une espérance de vie plus faible, ils ne s'en sentent ni en force, ni la motivation pour faire des efforts, pour améliorer le lien avec leur santé. Et on est vraiment... leurs besoins sanitaires sont plus curatifs que préventifs pour cela. Donc on a vraiment une opposition sur la question du ressenti de forme et l'état du corps. Je ne vais pas la présenter aujourd'hui, mais on a exactement la même chose, l'équivalent chez les parents, cette question de la forme. Et c'est pas avec l'état du corps des parents, c'est avec la question de la charge mentale. Et on voit bien qu'il y a une grande différence à la fois en termes de position sociale et de sexe, sur le ressenti de la forme entre une charge mentale très forte versus une charge mentale faible chez les jeunes parents. Donc on a une opposition entre les catégories socio-professionnelles et le genre. Donc
On voit bien qu'il y a des liens entre les trois dimensions. Ils vont plutôt dans les discours, ils vont dans le sens des discours de scientifiques. On voit bien comment la norme sociale construit ce lien autour des pratiques des individus. Et on voit bien comment cette question du sommeil est importante et construit la question de la forme chez les individus. Par contre, il faut bien qu'on ait en tête que la question de la forme n'est pas l'équivalent de la santé. Et c'est ça qui est important à retenir, c'est que il y a certains individus qui sont en mauvaise santé mais se sentent plutôt en forme, et l'inverse est aussi valable. Et on voit bien comment cette perception de la forme, elle se construit par rapport à la période précédente. C'est qu'ils ont des repères et ils se sentent plus ou moins en forme par rapport à avant l'enfant ou avant le passage à la retraite. La question de la santé, elle se construit autour de l'optimisation de la santé, cette pression du jeunisme, du mourir en bonne santé chez les retraités. Il faut qu'on meure l'espérance de vie, ou en tout cas il faut mourir le plus tard possible, mais aussi en meilleure santé possible. Et pour les parents, cette optimisation de la santé, elle n'est pas sur eux, mais elle est vraiment sur optimiser la santé de l'enfant. J'en arrive à la conclusion. On voit bien comment les comportements de santé peuvent être modifiés par les événements de vie. Et je crois que l'exemple des retraités et l'exemple des parents l'illustrent bien. C'est des périodes charnières où les ruptures de routine se font sur les trois dimensions. Il n'y a pas que l'alimentation qui est impactée, il n'y a pas que le sommeil, il n'y a pas que l'activité physique. Les trois dimensions sont modifiées. On a vu, ça, c'est lié à des formes de rationalité différentes, à des déterminismes sociaux, mais il y a aussi, et ce qu'il ne faut pas oublier, des motivations différentes. Je les ai citées juste auparavant, la santé de l'enfant et l'injonction au bien vieillir. Et on voit bien que les contraintes aussi mettent en place des activités. Pour les parents, il y a un cumul de contraintes matérielles, sociales, psychologiques et aussi symboliques. Et pour les retraités, c'est un levier de contraintes, mais les difficultés liées est plutôt à la capacité de faire. Les individus qui ne sont pas en bonne santé ne se sentent pas capables de modifier leurs pratiques. Et au fait d'être réflexifs sur leurs propres pratiques, c'est la capacité à penser la remise en question des normes qui étaient présentes dans leurs propres pratiques. Juste pour élargir un petit peu les propos, vous vous rappelez tout à l'heure, au début de l'exposé, j'ai illustré la question des changements par rapport au cycle de vie avec une frise qui mettait un début et une fin. Mais je pense que ce qu'il faut penser, quand il faut penser les pratiques au niveau de l'alimentation, de l'activité physique et du sommeil, il faut les penser aussi comment les jeunes retraités les pratiques se construisent au-delà de la sphère domestique. Et quand on retrace le quotidien des jeunes retraités, ils ont une influence sur leurs parents qui sont leurs parents qui sont souvent encore en vie et qui sont pas toujours en institution. Et donc, si on prend l'exemple de l'alimentation, il faut aider à approvisionner, il faut préparer à manger pour son parent. Quand on est une femme retraitée, il faut aussi préparer à manger à son conjoint. Et puis, ça va au-delà. Souvent, la femme retraitée prépare aussi à manger, elle l'aide à l'approvisionnement sa propre fille ou son propre fils. Ça va au-delà de l'approvisionnement autour des conseils. Et on voit bien qu'il y a aussi un lien direct avec le petit enfant quand il le garde au domicile, ou que ce soit le mercredi, le week-end ou les vacances. On voit bien comment il y a un rôle qui se construit autour de jeunes retraités. J'ai pris l'exemple de l'alimentation, mais on peut imaginer que c'est la même chose pour l'activité physique chez les retraités hommes, où il y a un lien autour de l'ensemble des générations. Et c'est un rôle qui est sous-estimé et très peu documenté dans la littérature. Promis, j'arrête après cette diapo. On voit bien quand même un des résultats de cette étude, c'est que l'intérêt de se focaliser sur les périodes de vie spécifiques pour orienter plus finement les interventions de santé publique sont importants. On voit bien comment ça se reconstruit et comment
on est dans des périodes charnières où les pratiques sont évolutives et donc il y a peut-être des fenêtres d'opportunité sur lesquelles les politiques de santé publique peuvent agir. Et on voit bien l'intérêt d'articuler les 3 dimensions du quotidien, manger, bouger et dormir. Cette recherche, elle répond à certaines questions, pas à toutes. Je suis désolée, on a des limites. En tout cas, aujourd'hui, on aurait eu envie peut-être de poser des questions différemment et de penser le sujet différemment. Mais en tout cas, il a été pensé comme ça et on a ce type de résultat. Mais il engendre surtout de nouvelles questions et c'est autour du recueil des données autour de ces 3 dimensions. On a vu, l'agenda du quotidien a été un vrai support dans notre travail, il était important, mais on voit bien comment c'est difficile de reconstruire les pratiques et en plus de reconstruire les pratiques avant les moments de rupture. Donc ça questionne le recueil des données autour des 3 dimensions et ça questionne aussi la temporalité des questions. On est sur moins d'1 an à la retraite, on est sur moins de 18 mois pour les enfants. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas continuer? Est-ce qu'il ne faut pas prendre un axe de temps plus long pour pouvoir mieux comprendre les pratiques autour de ces 3 dimensions? Il y a un autre point qui me tient à cœur autour de cette enquête, c'est l'impact du sociologue sur les pratiques quotidiennes. J'ai fait ma thèse sur la question de l'autisme et à l'alimentation et j'ai vu beaucoup de parents pleurer sur la gestion du quotidien, sur les difficultés que engendrait le handicap sur la gestion, le soin de l'enfant. Et en fin de compte, j'avais rien vu par rapport à ce qui s'est passé chez les jeunes parents. J'ai jamais vu autant de parents pleurer pendant mon enquête. Des mères comme des pères. Et puis, des parents qui, quand je les re-rencontrais en couple, me disaient « Ah, j'ai bien réfléchi à ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est pas exactement ça. Et puis en plus, maintenant, j'ai changé. Vous m'avez fait prendre conscience que je bougeais pas assez et que je fais plus de ci ou que je fais moins de cela. » Et donc, du coup, l'enquête en elle-même, elle questionne sur le rôle du sociologue, notamment sur les pratiques des individus. Juste pour information, le fait de la question des temporalités et de l'impact du sociologue a fait que le Fonds français est prêt à financer un volet complémentaire chez les jeunes parents 1 an après, donc pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe autour de ces 3 dimensions au bout d'1 an. Donc de nouveaux entretiens seront réalisés au début de l'été avec les mêmes parents que l'on a rencontrés durant cette enquête. Cette recherche a bénéficié de l'aide conjointe du Fonds français pour l'alimentation pour le financement du projet. Sylvie, Jean-Louis, merci pour la direction du projet et puis pour toutes les discussions qu'on a eues autour à la fois de la mise en place de l'enquête, de la grille d'entretien, des grilles d'entretien, mais aussi dans l'analyse des résultats. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est ça qui fait avancer les résultats. L'ensemble du comité des membres, l'ensemble des membres du comité scientifique de ce projet pour les nouvelles réflexions. On a eu des réunions régulières où on a présenté les résultats et de nouvelles questions émergées. Charline et Margot qui sont présentes dans la salle et qui ont réalisé une partie du terrain avec moi et les retranscriptions. Et je n'oublie pas particulièrement les enquêtés, parents et retraités, qui, malgré leur emploi du temps très chargé, ont pris le temps de répondre à mes questions. Merci.